Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Signature d'un nouvel accord de paix entre les communautés Peul et Dogon au Mali. Un accord scellé le 25 février à Koro, dans le centre du pays. Selon certains analystes, cette nouvelle entente pourrait favoriser le retour des déplacés dans cette partie du Mali. Les enjeux économiques des élections législatives en Côte d'Ivoire. Les acteurs issus du secteur de l'imprimerie s'attendent à d'importantes rentrées d'argent dans ce contexte de période électorale. Et puis l'impact de la crise sanitaire sur l'économie tunisienne. Le Fonds monétaire international indique une contraction du PIB national de 8,2% en 2020. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, dispute diplomatique entre le Maroc et l'Allemagne. Une lettre du ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, révèle, je cite, que tous les départements ministériels sont priés de suspendre tout contact, non seulement avec l'ambassade d'Allemagne au Maroc, mais aussi avec les organismes de coopération et les fondations politiques allemandes. Dans ce document destiné au chef du gouvernement, Saadedine El Othmani, le ministère des Affaires étrangères évoque de profonds malentendus avec l'Allemagne, des malentendus fondés notamment sur la position allemande au sujet du Sahara occidental. Si le Maroc indique vouloir préserver ses relations avec l'Allemagne, il stipule que les contacts ne seront pas rétablis tant que les questions posées seront laissées sans réponse. Œuvrer en faveur de la paix, c'est l'engagement pris par les communautés Peul et Dogon au Mali qui ont signé le 25 février un nouvel accord à Koro dans le centre du pays. L'accord a été signé en présence d'un représentant de l'État. Il pourrait, selon certains experts, favoriser le retour des déplacés dans cette partie du Mali. Marie-Raphaël Antelo. Au Mali, un nouvel accord de paix entre les Peul et les Dogon a été signé le 25 février à Koro, dans le centre du pays. Paraphé en présence du chef du cabinet du ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion, cet accord a amené plus de 300 leaders communautaires à déposer les armes. Un état de fait qui, de l'avis de certains experts, va favoriser le retour des déplacés dans cette partie du Mali. Ce qui est également important de notifier, c'est que les populations Peul, pour la plupart, se sont senties marginalisées par le fait qu'il y a une absence d'autorité de l'État en vue de préserver leurs biens. Car pour la plupart de ces populations Peul, qui sont des populations qui interviennent dans l'agropastoralisme, des populations dans l'élevage, bien souvent leurs troupeaux étaient l'objet des attaques. Depuis plusieurs années au Mali, il existait des conflits entre les éleveurs Peul nomades du centre du pays et les Peul Dogon. Ces derniers reprochent aux Peul de dévaster leurs champs et de détruire leurs récoltes pour nourrir leur bétail. Néanmoins, des experts précisent que ces heurts seraient causés par la course aux ressources naturelles que les deux parties discutent. Une situation qui a conduit à une escalade des violences avec l'arrivée des mouvements djihadistes dans le nord du Mali en 2012. Donc pour pouvoir alors mettre fin à ce cycle infernal de violence ethno-tribale et de conflits communautaires, il est important aujourd'hui que nous puissions assister au retour de l'État. Il faut réaffirmer l'autorité de l'État dans cette partie du Mali. Il faut rendre la décentralisation réellement effective, sans lesquelles tous les accords de paix qui existent dans ces différentes communautés ne pourront jamais réellement construire le dividende que nous attendons tous, qui est la paix et la stabilité politique du Mali. Notons que cet accord est le 4e accord de paix signé dans cette partie du Mali. Toutefois, c'est le premier à être paraphé en présence des autorités nationales. Par ailleurs, pour faire régner la paix dans la région et dans le pays, certains observateurs appellent également à une négociation avec les groupes armés dans une perspective d'aboutir à un mémorandum de paix. Dans l'actualité également, il ne sera finalement pas candidat à la présidentielle. Au Tchad, l'opposant Saleh Kebzabo a annoncé ce 1er mars le retrait de sa candidature à ce scrutin prévu pour le 11 avril 2021. Une annonce survenue au lendemain de la tentative d'arrestation de l'opposant Yaya Dillo à son domicile. Tentative qui a fait plusieurs morts, dont la mère du candidat, et plusieurs blessés, selon le porte-parole du gouvernement, Chérif Mahamat Zen. L'incident a été vivement condamné par Saleh Kebzabo. Celui qui était arrivé deuxième à la présidentielle de 2016 a dénoncé dans un communiqué, je cite, le climat politique qui entachera certainement la campagne électorale.
En Côte d'Ivoire, les imprimeries réalisent entre 30 et 40% de leur chiffre d'affaires annuel durant les périodes électorales, selon les acteurs issus de ce secteur. Si l'élection présidentielle de 2020 a été marquée par des tensions considérables qui n'ont pas permis d'établir un climat propice aux affaires pour ces entreprises, les imprimeurs se disent optimistes à l'approche des législatives du 6 mars prochain. Certains s'attendent en effet à d'importantes rentrées d'argent. Un reportage de notre correspondant Oliva Jacotan. En Côte d'Ivoire, les législatives du 6 mars 2021 ont également un enjeu économique pour les entreprises. Par exemple, cette imprimerie a reçu une commande de 30 000 t-shirts et en a déjà livré 25 000. Des commandes provenant des candidats du parti au pouvoir, de l'opposition et des indépendants. C'est une très bonne période, une période propice pour notre secteur d'activité. Voilà, parce que nous sommes dans la bonneterie, la confection des t-shirts, les impressions diverses, c'est-à-dire les impressions numériques sur support textile et consorts. Et c'est une période où nous sommes vraiment prisés par les acteurs politiques. On a de nombreux clients. Aujourd'hui, on est obligé de refouler certains clients parce qu'on a fait le plein. On a atteint nos capacités de production. Les tensions de la présidentielle d'octobre 2020 n'ont pas favorisé la bonne affaire de certaines imprimeries, dont celle-ci. Elle n'a reçu aucune commande durant la dite élection, mais pour ces législatives consensuelles, l'imprimerie a déjà livré 20 000 t-shirts. Sincèrement, législatif, c'est encore plus mieux que présidentiel. Présidentiel, c'était fermé, il n'y a pas trop de candidats en fait. Si on veut bien voyer, seulement que deux candidats, parce que les autres sont retirés. Donc ça fait qu'il n'y a pas eu de commande en tant que telle. Les commandes étaient limitées en fait. Voilà. Dans mes législatives, au moins, il y a plusieurs candidats. Donc ça fait que nos gens, même si on n'a pas eu pour d'autres personnes, on peut avoir pour d'autres personnes aussi. Voilà. Donc ça fait qu'on n'a pas trop senti. Peut-être que pour municipal, ça sera encore plus mieux. T-shirt, calendrier, fanion, banderoles à l'effigie des partis politiques et des candidats sont entre autres les commandes que reçoivent les imprimeries durant la campagne électorale. Une période dans laquelle ces entreprises réalisent entre 30 et 40% de leur chiffre d'affaires annuel selon les acteurs du secteur. 75 milliards de francs CFA, c'est l'appui financier accordé par la Banque européenne d'investissement en faveur du Sénégal. Un investissement principalement dédié à la mise en œuvre du projet Sénégal Déchets Solides et Covid-19. Selon le vice-président de la BEI, Ambroise Fayol, ce projet permettra d'une part, je cite, de préserver l'environnement et d'autre part de renforcer la résilience du pays face à la pandémie et au changement climatique. Aïssatou Bari. Le Sénégal a reçu un appui financier de l'Union européenne d'un montant estimé à 115 milliards de francs CFA. Ce nouveau financement de l'Union européenne sous forme de prêt vise d'une part l'amélioration de l'alimentation en eau potable et d'autre part la promotion de la gestion intégrée des déchets solides. Les villes de Saint-Louis, Kaolack et Kolda seront les principales bénéficiaires. Au Sénégal, je dirais qu'on gère les urgences en matière d'eau beaucoup plus que les besoins des populations en matière d'eau et d'assainissement. Dans ce domaine-là, l'élément roi, c'est la planification. Vous devez être maîtriser l'évolution de votre population, aussi bien en termes de nombre qu'en termes de déplacement géographique. De combien d'eau ces populations vont avoir besoin dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans et 30 ans. Ce sont quelques 634 000 habitants qui auront un accès à l'eau potable. 35 000 branchements sociaux, soit 350 000 personnes bénéficiaires, seront subventionnés à l'échelle nationale, en plus des 4 000 branchements subventionnés déjà, prévus dans les 3 villes, Saint-Louis, Kaolack et Kolda. Dakar suffirait largement à pouvoir fournir de l'eau aux Dakarois, mais on ne peut pas toucher à cette nappe parce qu'elle a été polluée par manque d'assainissement, parce qu'on crée des quartiers, mais on ne crée pas l'assainissement, on ne crée pas tout à l'égout, mais c'est compliqué. C'est long, c'est un long process parce qu'il faut rattraper un gap qui n'est pas négligeable. Et quand je parle de Dakar, je ne parle même pas des régions. C'est tout à fait normal que le Sénégal n'y arrive pas, mais il est en train de résorber un gap qui est très très important et qui nécessite énormément de moyens. Ce financement devrait permettre une amélioration significative de la collecte qui se situe actuellement entre 20 à 30%. À terme, le projet bénéficiera à 25% de la population sénégalaise, soit 3,2 millions de personnes.
Quelle perspective pour l'économie tunisienne? Selon le Fonds monétaire international, la Tunisie a enregistré en 2020 une contraction de son PIB de l'ordre de 8,2%. Pour 2021, l'institution est optimiste et s'attend à un rebond de la croissance tunisienne de 3,8%. Philomentine. L'impact de la pandémie du Covid-19 sur l'économie tunisienne a été sévère et les coûts d'atténuation ont davantage nui aux finances publiques du pays, déjà dégradées selon la Banque mondiale. Cette crise a fait plonger le pays dans son ralentissement économique le plus prononcé depuis 1956, d'après les données du Fonds monétaire international. Ainsi, le produit intérieur brut de la Tunisie s'est replié de 8,2% en 2020. Le déficit des transactions courantes s'est réduit à 6,8% du PIB du fait de la baisse de la demande d'importation et de la résilience des envois de fonds des travailleurs expatriés, en dépit d'une forte baisse des exportations et d'un effondrement des recettes du tourisme. Néanmoins, les projections de croissance économique du FMI pour la Tunisie en 2021 s'estiment à 3,8% du PIB. Cependant, cette projection est exposée à des risques à la baisse considérable vu l'incertitude entourant la durée et l'intensité de la pandémie. Les mécanismes à mettre en place par la Tunisie en vue d'une relance progressive de la croissance en 2021 reposent principalement sur la diversification des activités économiques. C'est vrai que le tissu économique tunisien était déjà relativement diversifié, mais restait jusque-là fortement tributaire du secteur du tourisme. Et donc, en termes de relance, il serait opportun peut-être d'envisager, en plus de l'agriculture, du phosphate, l'économie de la vie, en accentuant le développement des activités dans les secteurs tels que l'alimentation, la santé, l'éducation, l'énergie propre. Selon les recommandations de la Banque mondiale, la Tunisie doit élaborer un programme cohérent de relance économique et de réhabilitation de la crédibilité du cadre macroéconomique pour surmonter avec succès sa crise actuelle. Dans le reste de l'actualité, le lancement de la TNT se précise au Bénin. Les autorités ont en effet annoncé que le signal s'étendait désormais sur 95% du territoire. Au total, 29 émetteurs ont également été installés dans le pays. Les infrastructures, le cadre réglementaire ou encore le réseau de diffusion ont pu être mis en place. À présent, le gouvernement s'attelle à la question des décodeurs, selon la ministre de la Communication, Aurélie Adam Soulé-Zoumarou. Pour rappel, le service TNT est testé depuis 2019. Il devrait officiellement être lancé dans les semaines à venir. L'Afrique progresse, mais lentement, sur l'élimination des discriminations fondées sur le genre. C'est ce que révèle un rapport de la Banque mondiale intitulé Women, Business and the Law. Publié en février 2021, l'étude a noté 190 pays en fonction de plusieurs indicateurs. Parmi eux, la mobilité, le lieu de travail ou encore le salaire. Les détails avec Victoria Sedi. La Banque mondiale a publié son rapport Women, Business and the Law 2021 sur l'élimination des discriminations basées sur le genre et la promotion des femmes dans 190 pays. En Afrique subsaharienne, Maurice arrive en tête du classement avec le point le plus positif, soit 91,9. Le Soudan enregistre le plus bas indice, soit 29,4 points. Ce nombre n'est pas étonnant. Déjà, les conflits armés, l'instabilité politique dans la région tend justement à créer plus d'exactions envers les femmes et les enfants. Le régime passé d'Omar El-Béchi a commis des atrocités qui aujourd'hui encore peinent à être réparées. L'île Maurice a pour sa part entamé un processus. La volonté politique est celle qui précède justement au développement social, à l'éclosion des droits des femmes. Avec un indice global de 51,5 points dans ce classement 2021 contre 42,5 obtenus en 2015, l'Afrique du Nord, associée au Moyen-Orient, ressort dernière de ce classement mondial, juste derrière l'Afrique subsaharienne qui totalise 71 points. De 2015 à 2021, il faut dire que l'Afrique au sud du Sahara n'a gagné que 4,9 points.
L'Afrique subsaharienne est encore tributaire de toutes les pratiques traditionnelles préjudiciables aux droits des femmes. Il y a des instabilités politiques dans la région. La zone MENA, Afrique du Nord, Moyen-Orient, présente les mêmes similitudes, encore et toujours un contexte pesant pour la femme. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de ne pas désespérer, mais c'est de travailler toujours à promouvoir ses droits, à faire comprendre que la femme a sa place. Et lorsqu'il y a véritablement une volonté politique, moi je pense que la condition de la femme suit naturellement. Le rapport Women, Business and Law, autrement dit les femmes, les affaires et le droit, publié par la Banque mondiale, ressort annuellement des indicateurs clés sur la situation des femmes. Il offre aussi des repères objectifs pour un progrès mondial vers l'égalité des sexes à travers la recherche, des discussions politiques sur l'amélioration des opportunités économiques des femmes dans le monde. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.